Pourquoi un camion complètement prêt à avancer décide-t-il de ne pas bouger? Il y a quelque chose qui surprend n'importe qui n'ayant jamais été face à un camion au moment de l'allumer. Bien que le moteur soit déjà en marche et que le conducteur soit prêt à avancer, avec la route dégagée devant lui, le véhicule reste immobile pendant les premières secondes, jusqu'à ce qu'une série de réservoirs cachés sous le châssis accumulent une pression d'air suffisante pour libérer les freins. Dans une voiture, cela semblerait absurde, car si une voiture ne bougeait pas par manque d'air, n'importe qui penserait que quelque chose est cassé. Mais dans un camion, c'est tout à fait normal. Car ici, l'air n'est pas un détail technique ni un complément, mais la colonne vertébrale de tout le système de freinage. Cette immobilité initiale n'est pas un caprice ni une bizarrerie mécanique, mais une conséquence directe de cette logique. Alors que dans une voiture, il suffit d'appuyer sur la pédale pour que le liquide hydraulique fasse son travail, dans un camion, l'histoire est différente. Car les freins ne dépendent pas d'un fluide qui circule dans des tubes, mais d'un système de pression qui respire, stocke, régule et distribue l'air, avec un fonctionnement propre à un organisme vivant. C'est un système qui fonctionne différemment et exige une ingénierie beaucoup plus complexe, car il ne s'agit pas d'arrêter 1,5 tonnes, mais de contrôler jusqu'à 40 000 kilos lancés sur l'asphalte. Et ce qui est le plus déconcertant, c'est que, à certains égards, les freins à air fonctionnent exactement à l'inverse de ce qu'imagine celui qui n'a conduit qu'une voiture. Ce contraste entre ce que tout le monde attendrait et ce qui se passe réellement est ce qui rend ce système si fascinant. Car il ne freine pas seulement le camion lorsqu'il circule, mais garantit qu'il ne puisse jamais se mettre en marche sans frein. Pour comprendre pourquoi il fonctionne de cette manière, il y a une question clé qu'il convient de se poser. Si les voitures freinent avec du liquide et les camions avec de l'air, qu'est-ce qui rend impossible l'utilisation du même système pour les deux? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît, car elle révèle une vérité qui traverse toute l'ingénierie du transport lourd, et cette vérité a à voir avec la quantité d'énergie qu'un camion doit dissiper chaque fois qu'il appuie sur la pédale. Dans une voiture, un système hydraulique fonctionne à merveille, parce qu'il déplace moins de poids, génère moins de chaleur et opère dans des limites raisonnables. Dans un camion, en revanche, ces limites sont dépassées en quelques secondes, avec des conséquences beaucoup plus graves. Cette efficacité dans la voiture s'explique parce que le frein hydraulique fonctionne selon un principe simple. En appuyant sur la pédale, la pression est transmise à un fluide qui ne se comprime pas, cette poussée actionne les étriers ou les mâchoires, et ceci serre le disque ou le tambour. Tant que le système reste stable, la réponse est précise. Le problème apparaît lorsque la chaleur dépasse certaines limites, car à des températures extrêmes, ce fluide commence à perdre ses propriétés, bout, génère de la vapeur et forme des bulles internes qui ruinent la pression. Ce phénomène, connu sous le nom de fading, fait que la pédale devient spongieuse, perd de sa fermeté et que la force de freinage disparaît. Dans une voiture, c'est déjà dangereux, mais dans un camion, cela devient directement mortel. Car un véhicule d'1,5 tonnes à 100 km/h possède une énergie cinétique considérable, mais maîtrisable, tandis qu'un camion chargé, avec ses 40 tonnes, concentre plus de 25 fois cette énergie. Lorsque cette masse énorme doit s'arrêter, tout cet élan doit se transformer en chaleur à l'intérieur du système de freinage. Si cette chaleur retombe sur un liquide hydraulique, elle le détruit. Lors d'une descente prolongée ou d'un freinage violent avec un poids maximal, le fluide bouillirait en quelques minutes, la pédale perdrait sa pression et le camion se retrouverait sans frein au moment le plus critique. C'est pourquoi un camion ne pourrait jamais dépendre d'un système qui s'effondre lorsque la température monte en flèche. Et c'est là que l'air entre en scène, capable de résoudre un par un tous les limites qui détruisent les freins hydrauliques. Contrairement à un liquide, il supporte des températures extrêmes sans se dégrader, ne génère pas de vapeur qui compromettrait la pression et peut se régénérer de manière constante grâce à un compresseur actionné par le moteur. De plus, contrairement à un liquide, l'air n'a pas besoin de rester dans un circuit parfaitement étanche, ce qui réduit les risques de fuite catastrophiques et permet au système de fonctionner de manière plus robuste dans des conditions extrêmes. La comparaison clarifie tout. Dans une voiture, le frein hydraulique est conçu pour un poids léger, une utilisation urbaine et des freinages plus courts. Dans un camion, la masse, l'énergie et l'échelle sont complètement différentes et le système hydraulique ne peut tout simplement pas supporter ce niveau d'exigence sans faillir.
C'est pourquoi l'air n'est pas un luxe ni une alternative. C'est la seule solution viable pour arrêter un véhicule aussi grand sans que le système ne s'effondre sous l'effet de la chaleur ou de la perte de pression. Et cette certitude laisse une question ouverte. Si l'air est si résistant à la température et si fiable pour gérer des forces énormes, qu'est-ce qui en fait un système capable de contrôler et d'arrêter avec précision un camion de 40 tonnes? La clé réside dans le fait que l'air n'agit pas seul, mais qu'il fait partie d'un système conçu pour générer de la pression, la stocker et la délivrer avec précision au moment exact. Ce n'est pas simplement que le camion utilise de l'air, c'est qu'il travaille avec de l'air comprimé de manière constante et son système pneumatique fonctionne comme un organisme vivant dans lequel chaque composant est indispensable. C'est pourquoi, avant de parler de la manière dont un camion freine, il faut comprendre comment cette pression est générée et maintenue. Tout commence avec le compresseur, le cœur de cet organisme, entraîné par le moteur du camion au moyen d'une courroie ou d'engrenage, qui a pour fonction de comprimer l'air ambiant et de l'envoyer vers le système. Ce compresseur fonctionne en continu tant que le véhicule est allumé, mais pas de manière anarchique, puisqu'il est supervisé par un régulateur, un petit mais important dispositif qui détermine quand les réservoirs doivent se remplir et quand il faut s'arrêter. Lorsqu'il atteint la pression maximale sûre, le régulateur ordonne d'arrêter la compression. Si la pression descend vers les niveaux minimums, il se réactive. Cet équilibre est essentiel car un excès de pression endommagerait le système et un manque de pression ferait que le camion ne pourrait simplement ni avancer ni freiner correctement. Avec la pression désormais sous contrôle, cet air passe à l'étape de stockage dans les réservoirs. Là apparaît l'une des premières différences avec un véhicule léger, car il n'y a pas un seul réservoir, mais plusieurs, chacun ayant une fonction spécifique dans le système. Il y a les réservoirs primaires et secondaires qui alimentent les circuits de frein avant et arrière. Il y a aussi le réservoir du frein de stationnement, dont la pression permet non seulement de freiner, mais aussi de libérer les énormes ressorts qui maintiennent le camion immobilisé lorsqu'il est éteint. Et il existe en outre une réserve supplémentaire destinée aux situations d'urgence, de sorte qu'une perte de pression dans un circuit ne laisse pas le véhicule incapable de s'arrêter. C'est un design basé sur la redondance, pensé pour éviter des pannes catastrophiques et garantir que, même en cas de problème, le système puisse continuer à fonctionner. Pour autant, l'air n'arrive pas pur. Dans le processus même de compression, il entraîne de l'humidité ambiante, et cette humidité devient un ennemi silencieux, car à l'intérieur des réservoirs et des conduites, l'eau peut se condenser, s'accumuler et, par temps froid, geler. Une simple goutte au mauvais endroit suffit à bloquer une vanne et à laisser le camion sans freins opérationnels. C'est pourquoi il existe un composant vital, le sécheur d'air, chargé d'éliminer la majeure partie de l'humidité avant qu'elle n'atteigne le système. Même avec ce contrôle, les réservoirs doivent être purgés périodiquement pour éliminer toute trace d'eau, une pratique routinière mais critique pour la sécurité. Un conducteur qui se réveille un matin d'hiver sans avoir purgé les réservoirs la veille peut se retrouver avec un camion qui, littéralement, ne répond pas. Un autre aspect clé est le temps de charge. À la différence d'une voiture qui démarre et se met immédiatement en mouvement, un camion avec frein à air doit d'abord atteindre une pression minimale sûre. Pendant que les réservoirs se remplissent, les freins de stationnement restent appliqués, bloquant les roues. Cela explique quelque chose que beaucoup ont vu mais que peu comprennent, qu'un camion fraîchement allumé reste immobile plusieurs secondes, même si le moteur rugit, car il est encore en train de construire la pression nécessaire pour libérer le système. Tant que cette pression n'est pas atteinte, avancer est impossible. Il suffit d'imaginer l'intérieur du système pendant qu'il fonctionne pour voir quelque chose qui ressemble à une chorégraphie mécanique, le compresseur délivrant des pulsations d'air continues, les réservoirs accumulant la pression comme des poumons géants, les vannes équilibrant et dérivant le flux et les conduites pneumatiques distribuant l'air pour maintenir toujours disponible l'énergie nécessaire au freinage. Il n'y a pas d'improvisation, pas de silence. C'est un circuit vivant qui fonctionne sans interruption. Et maintenant que nous comprenons comment cette pression vitale est générée, stockée et protégée, il reste à voir comment le système transforme cet air comprimé en la force réelle qui serre les mâchoires ou les étriers de frein et arrête un camion de 40 tonnes. Ce processus commence lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein. Dans ce geste, il ne pousse pas un liquide comme dans une voiture,
ni n'applique de force directe sur une pièce mécanique, mais envoie un ordre, car la pression accumulée dans les réservoirs est déjà prête et attend. La pédale n'est que la manière pour le conducteur d'indiquer au système quelle puissance de freinage est nécessaire à cet instant. À partir de ce geste, le système déclenche une séquence d'actions qui, en l'espace de millisecondes, se transforme en force réelle sur les roues. La première étape de cette séquence se produit au niveau de la valve de frein de service. Alors que dans une voiture, la pédale pousse le fluide hydraulique vers les freins, dans un camion, la pédale agit sur cette valve qui régule la pression d'air sortant des réservoirs vers les différents circuits. C'est un régulateur extraordinairement précis, capable d'envoyer peu ou beaucoup de pression selon la profondeur de la pédale. Si le conducteur effleure à peine la pédale, la valve libère une quantité minimale d'air, suffisante pour garder le contrôle lors d'une manœuvre lente. En l'enfonçant davantage, elle ouvre le passage pour que la pression circule avec intensité vers les actionneurs de frein. Depuis cette valve, l'air comprimé se dirige vers deux circuits principaux, l'avant et l'arrière. Cette division n'est pas un détail mineur. Les deux circuits fonctionnent indépendamment afin que, s'il y a un problème dans l'un, l'autre continue de freiner. De plus, l'essieu avant reçoit généralement moins de pression lors des freinages doux pour éviter le blocage. Car dans un camion, la charge est majoritairement à l'arrière et lors de freinages puissants, le poids se transfère vers l'avant, permettant aux roues avant de collaborer davantage. C'est un équilibre dynamique, soigneusement calibré. Une fois que la pression atteint chaque roue, apparaît le véritable muscle du système, les chambres de frein, ou brake chambers, chargées de convertir l'air comprimé en force mécanique. À l'intérieur, un diaphragme pousse une tige chaque fois qu'il reçoit de l'air, et cette tige actionne les leviers qui déplacent les mâchoires sur les freins à tambour ou les étriers sur les freins à disque. Cette petite capsule noire visible derrière chaque roue renferme une puissance surprenante. Lorsque la pression arrive, la tige jaillit avec une force qu'un système hydraulique dans une voiture ne peut même pas approcher. Et il ne s'agit pas seulement de force, mais aussi de résistance à la chaleur, de durabilité et de réponse constante, voyage après voyage. Cette force, cependant, doit s'appliquer sur un système de frein concret, et tous les camions n'utilisent pas le même design. Concernant le type de frein, beaucoup continuent d'utiliser des freins à tambour, car ils supportent de hautes températures et offrent une surface de contact grande et robuste. Cependant, de plus en plus de modèles modernes incorporent des freins à disque, qui réagissent plus vite et dissipent mieux la chaleur. Dans les deux cas, c'est l'air comprimé qui actionne le mécanisme. Mais la manière dont chaque système répond varie selon le design et l'usage prévu du camion. Indépendamment du design du frein, il y a un détail essentiel. Le freinage à air est progressif, car le système n'agit pas comme un interrupteur qui freine à fond ou pas du tout. La valve peut libérer une pression très douce ou énorme, selon ce dont le conducteur a besoin. Cette capacité de modulation du freinage est vitale lorsqu'on manœuvre avec des charges lourdes, en pente ou dans des situations où toute brusquerie peut déstabiliser le véhicule. La pédale est en essence un instrument de précision, capable de produire des notes douces ou un coup puissant lorsque nécessaire. Et bien que tout cela se produise de manière invisible et quasi instantanée, derrière le geste simple d'appuyer sur la pédale se cache un système complexe conçu pour que chaque freinage soit sûr, précis et fiable. Mais ceci n'est que le frein qui agit lorsque le camion est en mouvement. Quel système peut maintenir un véhicule de 40 tonnes à l'arrêt sans que le conducteur n'appuie sur quoi que ce soit et, en fait, s'activer précisément lorsque l'air disparaît? La réponse est aussi concrète que surprenante. Il existe un frein qui n'a pas besoin que le conducteur appuie pour agir, un frein toujours prêt même lorsque le camion est éteint. Et c'est précisément le frein de stationnement. Il s'agit d'un système qui fonctionne de manière complètement opposée au frein de service et que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'ils le voient en action. Au lieu de dépendre de la pression pour s'activer, ce frein dépend de la pression pour se libérer. Cela signifie qu'il est appliqué par défaut et qu'il ne se retire que lorsque le système pneumatique est sain, chargé et fonctionne normalement. Ce design inversé n'est pas un caprice technique, c'est le cœur de sa sécurité. À l'intérieur des essieux arrière, plus précisément dans les chambres doubles, se trouve un énorme ressort, comprimé avec une force qu'aucun être humain ne pourrait actionner manuellement. Ce ressort est maintenu par l'air sous pression et, tant que la pression reste dans les valeurs normales, il reste immobile, retenu, en attente.
Lorsque le conducteur tire sur le levier jaune du tableau de bord, le système libère l'air qui retenait ce ressort. À ce moment-là, l'énergie mécanique accumulée se déchaîne avec une puissance brutale qui pousse le frein vers l'intérieur et bloque les roues fermement. Telle est l'essence du frein de stationnement pneumatique. Il n'a pas besoin d'énergie externe pour s'activer car l'énergie est déjà stockée dans le ressort lui-même et il suffit de libérer l'air pour que le mécanisme s'applique. Ce principe de fonctionnement est impossible à reproduire dans une voiture car une voiture dépend de la pression hydraulique pour appliquer la force et, lorsque cette pression fait défaut, le frein cesse simplement d'agir. Dans un camion, c'est exactement le contraire. Dans ce contexte, une perte de pression ne signifie pas moins de frein, mais un frein total, et là réside la clé du système. Face à une panne grave, une rupture de flexible, une fuite importante ou même avec le moteur arrêté, le véhicule n'est pas démuni. Si la pression de l'air tombe en dessous du seuil sécurisé, les ressorts commencent à vaincre la faible pression restante et le camion s'arrête de lui-même. C'est ce que l'on appelle généralement frein d'urgence, bien qu'il ne s'agisse pas réellement d'un frein séparé, mais de la même chambre à ressort qui prend le contrôle lorsque le système ne peut plus garantir des freinages sûrs via la pédale. Pour comprendre pourquoi cela est vital, imaginons un camion arrêté sur une légère pente, attendant l'autorisation d'avancer. Si le moteur s'éteint pour une raison quelconque et que la pression chute, un système hydraulique permettrait au véhicule de rouler hors de contrôle. Un système pneumatique fait exactement le contraire. Il applique automatiquement les freins pour empêcher qu'une masse de cette taille devienne un objet incontrôlable. C'est la raison pour laquelle les camions peuvent rester stationnés pendant des heures, des jours ou même des semaines sans bouger d'un centimètre, même lorsqu'ils n'ont pas d'énergie électrique active. Le ressort est toujours là, exerçant une force mécanique pure sans dépendre d'aucun circuit alimenté. Ce système dual transforme le frein de stationnement et le frein d'urgence en gardiens silencieux qui travaillent sans supervision constante, car ils sont conçus pour agir dans le pire scénario possible, et c'est pourquoi ils constituent une pièce centrale de la sécurité dans le transport lourd. Et une fois cette logique inversée comprise, une question inévitable se pose. Si un camion combine frein de service, frein de stationnement et frein d'urgence, tous basés sur l'air, comment tout cela se coordonne-t-il pour garantir la sécurité même lorsqu'une partie du système tombe en panne ? Lorsque l'on pense à un système de freinage, on imagine souvent un mécanisme simple qui fonctionne ou cesse de fonctionner brusquement. Dans un camion, ce n'est pas le cas. Les pannes n'apparaissent pas comme une coupure soudaine, mais comme une chaîne de petits signaux indiquant que quelque chose commence à sortir de la normale et que le système fonctionne dans des conditions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Une fuite minuscule, un compresseur qui met plus de temps que d'habitude à remplir les réservoirs ou un manomètre qui baisse de manière intermittente peuvent sembler des détails isolés, mais ce sont les premiers signes que la pression commence à s'échapper. Lorsque cela se produit, le camion commence à se comporter différemment, plus lourd, plus résistant, comme s'il ne voulait pas avancer, car le frein à ressort se prépare à intervenir en cas d'urgence. Ces signaux peuvent avoir de multiples causes. Un flexible fissuré laisse échapper lentement de l'air, une valve gelée en hiver répond avec retard, un réservoir contenant de l'eau accumulée réduit la pression effective, et un compresseur fatigué met trop de temps à reconstituer ce que le frein consomme. Chacune de ces pannes génère des symptômes différents. Une pédale qui ne retrouve plus sa hauteur normale, un bruit de fuite à peine perceptible ou une difficulté croissante à se déplacer, car la pression n'atteint plus le niveau nécessaire pour libérer complètement les ressorts internes. Au lieu de laisser le conducteur sans frein, le système fait le contraire. Il commence à freiner de plus en plus, car en cas de doute, il préfère arrêter plutôt que de permettre au véhicule de perdre le contrôle. Jusqu'ici, nous avons parlé de panne lente et progressive. Cependant, le scénario qui met réellement à l'épreuve le système de frein à air est la descente prolongée, car lorsqu'un camion descend une longue pente, il ne doit pas seulement soutenir son poids et sa charge, mais aussi contrôler une force qui ne s'arrête jamais, la gravité. Et là apparaît l'un des pires ennemis de tout frein par friction, qu'il soit hydraulique ou pneumatique, la chaleur. Plus on freine longtemps, plus les mâchoires, les tambours et les disques accumulent de température, et si la chaleur augmente trop, apparaît le fameux fading thermique, cette perte progressive d'efficacité qui donne l'impression que la pédale fonctionne, mais que le camion répond de moins en moins.
car le matériau ne mord plus la surface de freinage avec la même force. Dans ces moments critiques, le système pneumatique maintient la pression sans altération et la pédale ne devient ni spongieuse ni molle comme cela se produit dans un système hydraulique. Cependant, la capacité de friction diminue et si le conducteur n'accompagne pas la situation en utilisant le frein moteur, en recourant au ralentisseur ou en rétrogradant pour aider à retenir le véhicule, le risque augmente de manière constante à chaque mètre parcouru. Les exemples dans la vie réelle sont clairs et fréquents pour tout camionneur ayant traversé une zone montagneuse. Une descente qui semble courte mais qui s'avère plus longue que prévu, des virages qui obligent à freiner plus souvent que prévu, ou un feu rouge en pleine descente qui oblige à arrêter un ensemble chargé alors que les freins sont déjà chauds. Il existe également des situations plus simples, mais tout aussi problématiques, comme une perte lente de pression en ville, où le conducteur constate que le camion freine bien, mais qu'il devient de plus en plus difficile de le faire avancer, car les ressorts internes commencent à se refermer par manque d'air. Ou une route plane sur laquelle le compresseur n'a pas encore reconstitué la pression perdue après des manœuvres répétées dans un dépôt ou sur un quai de chargement, générant la sensation d'un frein qui répond avec retard et un tableau de bord qui se remplit d'avertissements. Tous ces scénarios montrent que le système de frein à air est extrêmement sûr, mais qu'il a aussi des limites naturelles qu'aucune conception ne peut éliminer. Car la physique impose des règles non négociables. La friction génère de la chaleur réduit l'efficacité et la pression ne peut pas descendre en dessous des valeurs qui maintiennent le frein à ressort sous contrôle. C'est pourquoi l'ingénierie du système n'est pas pensée pour éviter tout problème, mais pour avertir avant qu'une panne critique ne survienne, pour agir de manière prévisible et pour donner au conducteur une marge suffisante pour réagir, réduire la vitesse ou s'arrêter sans atteindre une situation irréversible. Mais toute cette marge, toute cette intelligence mécanique dépend de quelqu'un capable de la lire. Et après avoir compris comment le système se protège, comment il avertit et comment il se comporte sous stress, une question intéressante se pose. Si l'ingénierie fait tant et que les mécanismes automatiques réagissent avec autant de fermeté, quel est le rôle réel du conducteur pour maintenir un camion sous contrôle dans des situations à risque ? Même si le système de frein à air est conçu pour anticiper les problèmes et agir en faveur de la sécurité, rien de tout cela ne fonctionne correctement si la personne au volant ne sait pas interpréter les signaux ni suivre les routines qui maintiennent le système actif. Les freins pneumatiques ne sont pas un mécanisme passif qui se contente de répondre lorsqu'on appuie sur une pédale, mais un ensemble de pièces qui respirent, accumulent de la pression, expulsent l'humidité et fonctionnent dans des conditions qui changent avec le climat, le terrain et l'usage, et qui nécessitent donc quelque chose qu'aucune vanne ne peut remplacer, l'attention humaine. Lorsqu'un conducteur expérimenté monte dans un camion, il ne pense pas seulement à conduire. Il pense à écouter comment il sonne, comment il réagit, combien de temps il met à charger la pression et si tout fonctionne dans ce qu'il connaît comme normal. Les inspections quotidiennes constituent la première ligne de défense et font partie du travail réel de tout camionneur professionnel. Avant de déplacer le camion, on vérifie les manomètres pour s'assurer que les réservoirs ont la pression minimale nécessaire et on écoute attentivement si une connexion laisse échapper de l'air de manière presque imperceptible. Les réservoirs sont purgés pour éliminer l'humidité accumulée, car quelques gouttes piégées en hiver peuvent geler et bloquer une vanne qui doit réagir instantanément. On vérifie également que le frein de stationnement fonctionne avec fermeté et que le compresseur remplit le système dans le temps requis. Ces étapes peuvent sembler simples, mais ce sont elles qui déterminent si le camion est prêt à affronter une journée complète de freinage, manœuvres, montées, descentes et circulation imprévisible. L'entretien professionnel apporte une deuxième couche de sécurité, aussi déterminante que le travail du conducteur. Les sécheurs d'air doivent être changés régulièrement pour garantir qu'ils n'autorisent pas l'humidité à pénétrer dans les réservoirs, car la présence d'eau réduit l'efficacité du système et accélère l'usure interne. Les flexibles vieillissants deviennent fragiles avec le temps, et une petite fissure peut se transformer en fuite qui fait perdre de la pression précisément quand elle est le plus nécessaire. Les vannes de protection et de priorité doivent s'ouvrir et se fermer au bon moment, car elles contrôlent quel circuit reçoit l'air en premier et lequel peut attendre, surtout dans des conditions de froid extrême ou de chaleur intense où tout fonctionne sous tension.
Chacune de ces tâches, bien qu'invisible pour le grand public, représente la différence entre un camion qui réagit avec précision et un camion qui commence à montrer des signes de fatigue. La formation du conducteur complète le triangle de sécurité, car il ne suffit pas de savoir conduire un véhicule lourd, il faut savoir le comprendre. Dans les descentes prolongées, un professionnel sait que le frein à air n'est pas conçu pour soutenir seul tout le poids pendant des kilomètres et qu'il doit le combiner avec le frein moteur et le ralentisseur pour éviter que les tambours accumulent trop de chaleur. Il sait également qu'une pédale qui répond avec un léger retard ne signifie pas que ça ne fonctionne pas, mais peut indiquer de l'humidité dans les réservoirs ou un compresseur qui travaille excessivement. Il reconnaît la différence entre une perte de pression accidentelle et une consommation normale du système lors de manœuvres répétées, et sait quand réduire la vitesse avant d'aborder une pente pour éviter de dépendre uniquement du frein de service. Cette sensibilité ne s'apprend pas dans un manuel, elle se construit avec la pratique, avec des heures de route et avec l'expérience d'avoir vu comment le camion se comporte dans différentes situations. Et c'est là que l'on comprend clairement que, malgré toute l'ingénierie derrière le système, la dernière couche de sécurité n'est jamais mécanique, mais humaine. La technologie fournit des outils, mais la sécurité réelle dépend de celui qui est au volant et de la discipline avec laquelle il maintient le système en conditions optimales. Un camion avec frein à air peut être l'une des machines les plus sûres du transport moderne, mais seulement si le conducteur et l'entretien travaillent de concert et respectent la logique du système qu'ils ont entre les mains. Lorsque cette relation fonctionne, le frein pneumatique devient un allié fiable et prévisible. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, aucun design n'est capable de protéger entièrement un véhicule qui circule sans jugement approprié. Lorsque l'on comprend qu'un système aussi complexe que le frein pneumatique ne travaille pas seul, mais accompagné par l'attention quotidienne du conducteur et par l'entretien qui soutient chaque composant, sa véritable dimension se révèle. Ce n'est pas un ensemble de pièces conçues pour freiner un véhicule, mais un système complet pensé pour coexister avec de lourdes charges, des terrains difficiles et des milliers de kilomètres d'utilisation continue, anticipant à la fois la physique et les erreurs humaines possibles. Sous cette perspective, en observant le mécanisme un peu plus en détail, l'air cesse d'être un élément invisible et devient la pièce centrale qui explique la sécurité du transport lourd moderne. Ce qui semblait au départ inutilement complexe prend alors tout son sens. L'air ne bout pas, ne perd pas de pression en cas de petite fuite, permet d'appliquer une force constante sans s'affaiblir avec l'usage et garantit qu'un camion ne peut jamais se déplacer sans freins actifs. Tout est conçu pour échouer du côté sûr, pour freiner avant de permettre que le véhicule devienne incontrôlable. Cette logique explique pourquoi ce système est différent de celui d'une voiture et pourquoi il ne peut pas être remplacé par un système hydraulique. Chaque vanne, chaque réservoir et chaque conduite remplit une fonction précise dans un schéma qui n'admet aucune improvisation, car ce qui est en jeu n'est pas seulement l'efficacité, mais la vie du conducteur et de tous ceux qui partagent la route. Après avoir parcouru le fonctionnement du compresseur, la manière dont la pression est stockée et distribuée, comment agissent les freins de service et de stationnement, ce qui se passe lors de descentes prolongées et pourquoi l'entretien est essentiel, il est clair que nous ne sommes pas face à un système sophistiqué, mais à une nécessité absolue. Sans freins à air, un camion moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner en toute sécurité. Ce n'est pas une alternative technique, c'est la seule solution viable pour arrêter de manière prévisible un véhicule de ces dimensions dans n'importe quelle condition. Cette vision complète permet d'apprécier quelque chose qui passe parfois inaperçu. Dans chaque freinage contrôlé en descente, dans chaque manœuvre dans un dépôt et dans chaque réaction précise face à un imprévu, il existe un équilibre délicat entre ingénierie, entretien et jugement humain. Au final, comprendre comment fonctionnent les freins à air n'est pas seulement une question technique, mais une manière d'apprécier l'ingénierie silencieuse qui maintient le monde en mouvement sans perdre de vue l'essentiel, la sécurité. Si vous voulez approfondir le fonctionnement réel des camions et comprendre pourquoi ils sont conçus de manière si spécifique, abonnez-vous et accompagnez-nous dans les prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les machines qui soutiennent le transport moderne.